Paris, juin. Cours Philippe Chatrier. L'air est électrique, chargé d'une humidité lourde qui semble suspendre le temps au-dessus de la terre ocre. À seulement 22 ans, Loïse Boisson se tient au centre du monde. Sous les projecteurs crus de Roland-Garros, elle n'est plus seulement une joueuse de tennis. Elle est devenue, en une quinzaine de jours, l'incarnation d'un espoir national que personne n'avait vu venir. Le tumulte des tribunes est assourdissant. Des milliers de voix scannent son nom, un rugissement collectif qui fait vibrer le sol et les cœurs, célébrant une ascension fulgurante et presque irréelle. Invité par une simple wildcard, cet outsider que les experts ne prenaient pas au sérieux a brisé tous les pronostics pour atteindre les demi-finales. Pourtant, derrière ce tableau de gloire parfaite, la réalité est d'une brutalité silencieuse. Alors que les caméras capturaient de son bras levé vers le ciel et son regard intense, Loïse Boisson vit une déconnexion profonde. Pour la France, c'est un sacre. Pour elle, c'est le point de rupture d'une mécanique implacable enclenchée depuis l'enfance. Cette victoire tant espérée n'apporte pas la paix, mais un poids nouveau, celui du regard permanent, de l'attente immense d'un peuple qui a déjà tracé son destin à sa place. La transition est violente. Lorsque les applaudissements s'estompent et que les projecteurs s'éteignent, la championne se retrouve face au vide. L'effervescence du stade laisse place à la froideur des hôtels anonymes, à la solitude des nuits où seule la douleur physique des muscles meurtris lui tient compagnie. C'est dans ce contraste saisissant entre l'adoration des foules et l'austérité de ces chambres de passage que mûrit l'insoupçonnable. C'est précisément à cet instant, au sommet absolu de sa gloire naissante, alors que le monde entier attend d'elle qu'elle confirme son statut de nouvelle icône, que Loïse Boisson va prononcer les mots qui laisseront les journalistes et ses proches dans un silence stupéfait. Sans prévenir, elle brise le script. Elle annonce une décision qui ne concerne pas son revers ou sa tactique de jeu, mais son droit à l'humanité. Derrière les titres et les flashs, une autre histoire se préparait dans l'ombre, une vérité cultivée loin des cours et des sponsors. Ce moment, gravé par la tension du direct, marque la fin de l'athlète image et la naissance d'une femme décidée à ne plus sacrifier son existence sur l'autel de la performance. Elle n'est plus une étoile montante que l'on observe. Elle devient une force qui choisit son propre ciel. Paris, mai, juin. Stade Roland-Garros. L'histoire du tennis français se souviendra de ce printemps comme celui d'une anomalie magnifique et brutale. Quelques mois plus tôt, Loïse Boisson n'était qu'un nom parmi d'autres. Une joueuse talentueuse, mais évoluant dans une discrétion presque totale, loin des radars médiatiques. Elle parcourait les tournois anonymes, luttant pour chaque point devant des tribunes clairsemées, habituée à la solitude des longs trajets en voiture et des hôtels modestes. Puis est arrivée cette invitation, une simple wildcard pour le tableau principal de Roland-Garros, qui allait devenir le détonateur d'une transformation irréversible. Dès les premiers échanges sur l'ocre parisienne, le public découvre une athlète métamorphosée. Entrée sur le court sans la pression écrasante du classement, Loïse joue avec une liberté qui désarçonne les plus grandes championnes. Match après match, l'impensable se produit. L'outsider sympathique devient une tueuse de géantes. Son regard, d'une intensité rare, ne tremble jamais sous les projecteurs du cours Philippe Chatrier. Le murmure des tribunes se transforme en une clameur nationale au fur et à mesure qu'elle franchit les tours jusqu'à cette qualification historique pour les demi-finales qui figent le pays dans la stupeur. En l'espace de 15 jours, elle passe de l'ombre la plus totale à une exposition solaire, devenant la nouvelle fierté absolue du tennis tricolore. C'est ici que la déflagration médiatique atteint son paroxysme. Les magazines s'arrachent son portrait, les caméras la traquent jusqu'au moindre geste quotidien, et chaque micro tendu attend une parole de Messie. Mais alors que la France entière célèbre son ascension fulgurante, une réalité bien plus sombre s'installe dans les coulisses de cette gloire. L'éclat des flashs et la ferveur des foules ne font qu'accentuer le contraste avec l'épuisement interne de la jeune femme. Ce succès brutal apporte un poids nouveau et étouffant, celui du regard permanent du public et d'une attente sociale qui ne laisse plus de place à l'erreur. Dans l'intimité forcée des vestiaires, derrière les sourires de façade imposés par le protocole, Loïse Boisson étouffe. La pression devient une matière physique, un brouillard épais qui s'infiltre entre ses victoires. Chaque applaudissement semble exiger une part supplémentaire de son âme, un sacrifice constant de sa vie privée au profit d'une image parfaite que les sponsors et les médias ont déjà commencé à sculpter. Cette dualité devient insupportable. Au sommet de la réussite apparente, là où tout le monde voit un rêve accompli, Loïse ressent une solitude plus profonde que jamais, une déconnexion totale entre la championne admirée et la femme qui aspire simplement à respirer loin du tumulte.
C'est au cœur de ce séisme, au paroxysme de cette tension entre gloire extérieure et vide intérieur, que le destin s'apprête à frapper une seconde fois, mais cette fois-ci, loin des stades et du bruit du monde. Paris, arrondissement discret. Cabinet médical. Alors que la capitale vibre encore des échos de Roland-Garros et que le nom de Loïse Boisson s'affiche sur tous les écrans publicitaires, la jeune femme pousse la porte d'un lieu où le temps semble s'être arrêté. Loin de l'agitation médiatique, elle pénètre dans un cabinet médical sobre, presque austère, où une odeur légère de désinfectant remplace le parfum de la terre battue et de la sueur des stades. Ce rendez-vous, motivé par un corps qui réclame enfin du repos après des semaines de tension extrême, ne devait être qu'une formalité administrative, un passage obligé dans la vie d'une athlète de haut niveau. Pourtant, dès l'instant où elle entre dans la salle de consultation, l'atmosphère change radicalement. Il n'y a ici ni musique dramatique, ni caméra, ni public en délire, mais un silence étrange et apaisant. C'est là qu'elle croise le regard d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un médecin dont la discrétion et le calme contrastent violemment avec le tumulte qui entoure désormais la championne. Ce qui désarme immédiatement Loïse, ce n'est pas son expertise, mais son attitude. Il ne la regarde pas comme la nouvelle étoile du tennis français. Il ne voit pas en elle la demi-finaliste héroïque que toute la France adule. Devant lui, il n'y a qu'une femme, un être humain assis sur une chaise de cabinet. Pour une athlète qui vit depuis des mois sous le projecteur constant d'une nation, cette normalité est un choc psychologique profond. La consultation commence avec les questions d'usage sur la douleur et l'examen clinique, mais une connexion invisible s'établit dans l'espace réduit de la pièce. Puis vient le moment de bascule, le point de rupture avec tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. Cet homme, loin de l'interroger sur ses futurs classements, ses sponsors ou ses prochaines victoires, lui pose une question d'une simplicité dévastatrice. Il la regarde droit dans les yeux et lui demande simplement « Comment vous sentez-vous » Cette interrogation, qui semble banale pour n'importe quel patient, résonne comme un séisme dans l'esprit de Loïse. Dans un univers où tout tourne exclusivement autour de la performance pure, du résultat et de l'image, personne ne s'était soucié de son état émotionnel profond. Pour la première fois, quelqu'un s'adresse à la personne derrière le trophée. Ce regard direct, sans attente de gloire par procuration, brise instantanément les certitudes de la championne. C'est dans ce lieu ordinaire, là où personne ne regarde, que le destin choisit de frapper à la porte de sa vie. Cette rencontre silencieuse, loin du bruit du monde, marque le début d'une transformation plus profonde qu'aucune victoire sur le court central ne pourra jamais égaler Paris-été, entre les sessions d'entraînement et les obligations médiatiques. Dans les semaines qui suivent cette consultation médicale inédite, une métamorphose souterraine commence à s'opérer chez Loïse Boisson. Pour celle dont la vie entière était rythmée, depuis l'enfance, par la rigueur des entraînements et la solitude des sacrifices, l'irruption de cet homme dans ses pensées agit comme un catalyseur. Ce n'est pas une passion spectaculaire ou foudroyante, mais une sensation douce, presque fragile, qui s'infiltre lentement dans son esprit. La guerrière obstinée, habituée à ne jamais chercher d'excuses et à supporter la fatigue sans se plaindre, découvre soudainement une part de sa personnalité qu'elle avait systématiquement étouffée. Sa propre vulnérabilité. Leur relation s'établit d'abord par des canaux d'une simplicité désarmante. Des messages discrets, échangés, tard le soir, loin du tumulte parisien, deviennent son véritable oxygène. Lors de cafés improvisés et de rencontres rapides entre deux rendez-vous, une complicité silencieuse naît, une entente qui se passe de longs discours. Ce qui attire Loïse, c'est l'absence totale de pression liée à son statut de star. Alors qu'elle passe ses journées entourée d'entraîneurs, d'agents et de sponsors qui ne lui parlent que de résultats, de classements ATP et d'images de marque, avec lui, les sujets de conversation basculent vers l'ordinaire. On parle de films, de musique, de souvenirs d'enfance. Cette normalité, autrefois considérée comme un luxe inaccessible, devient son refuge le plus précieux. Peu à peu, la championne que la France admire et scrute sans relâche s'efface pour laisser place à la femme. Loïse se surprend à désirer ces moments de banalité plus que n'importe quel trophée ou victoire en grand chelem. Le contraste est saisissant. Le jour, elle doit incarner une icône de force et de détermination sous l'œil des caméras qui la suivent partout. Le soir, elle redevient une jeune femme de 22 ans, cherchant simplement à partager un sourire ou une promenade au bord de la Seine. Cette mutation intérieure crée un décalage croissant avec son entourage professionnel. Là où ses entraîneurs se souviennent d'une adolescente qui observait tout en parlant peu, ils voient désormais une femme dont le regard, autrefois uniquement tourné vers la performance, s'évade vers un bonheur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle comprend désormais ce que signifie être en paix, même au milieu de la tempête médiatique. Mais cette soif de normalité est un équilibre précaire.
car dans un monde où chaque geste est analysé et commenté, protéger ce secret devient une bataille épuisante, une lutte silencieuse contre l'inévitable fissure qui menace leur cocon d'intimité. Paris, quartier latin, une fin de soirée étouffante, l'obscurité protectrice des ruelles pavées que Loïse Boisson pensait être son dernier rempart vient de voler en éclats. Alors qu'elle quitte un petit restaurant discret, bras dessus, bras dessous, avec cet homme qui est devenu son ancrage, le déclic métallique d'un obturateur déchire le silence de la nuit. Un flash furtif, presque invisible pour un œil non averti, vient de sceller la fin de l'insouciance. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un murmure, une rumeur insignifiante circulant dans les couloirs des rédactions, se transforme en une déflagration médiatique sans précédent. Dès le lendemain, la machine s'emballe avec une violence inouïe. Les blogs sportifs et les tabloïds s'emparent du cliché volé, titrant sur « l'homme mystérieux » qui partage la vie de la nouvelle icône du tennis français. Qui est-il? Un agent? Un ancien athlète? Un amour surgi d'un passé oublié? L'enquête sauvage commence. Les paparazzis, désormais aux aguets, traquent le moindre de ses déplacements, transformant sa vie privée en un spectacle permanent. La pression ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle s'infiltre dans son cercle intime. Ses conseillers, ses agents et même certains de ses proches, paniqués par l'impact potentiel sur son image de marque et ses contrats publicitaires, l'exhortent à clarifier la situation, à contrôler le récit avant que la presse ne le dénature totalement. C'est dans ce chaos que la véritable nature de Loïse Boisson se révèle, non plus comme une championne obéissante, mais comme une femme d'une détermination farouche. Pour la première fois de sa carrière, elle décide de ne pas jouer selon les règles préétablies du système médiatique. Elle refuse catégoriquement de livrer son intimité en pâture, de transformer son amour en un communiqué de presse poli et calibré. Cette résistance silencieuse mais inflexible exacerbe la frustration des médias. Plus elle se tait, plus la curiosité du public devient dévorante. Elle continue de paraître devant les caméras lors des tournois, affichant un sourire impénétrable qui masque une bataille intérieure épuisante. Lui, le médecin discret, reste volontairement en retrait, refusant d'être aspiré par cette tempête qui menace de tout balayer sur son passage. La fissure est là, béante. Loïse comprend que son silence est devenu son seul refuge, mais aussi sa plus grande provocation. Elle ne cherche plus à protéger une simple relation, elle défend son droit fondamental à l'existence réelle, hors des projecteurs qui brûlent tout ce qu'ils touchent. La tension monte, l'étau se resserre, annonçant un point de rupture imminent où le secret ne pourra plus être gardé, mais sera révélé selon ses propres termes. Paris, fin d'été. Centre d'entraînement de haute performance. Sous le soleil déclinant qui baigne les cours d'une lumière dorée, Loïse Boisson s'apprête à entamer sa session quotidienne. Pourtant, ce jour-là, une sensation inédite s'est emparée d'elle. Ce n'est pas la fatigue familière, celle qui brûle les muscles après un marathon, ni cette lassitude mentale que connaissent tous les athlètes de haut niveau après Roland-Garros. C'est quelque chose de plus profond, de plus subtil, une mutation intérieure qui semble redéfinir son rapport même à l'effort. Pour la première fois de sa vie de compétitrice, son corps, cet outil de précision qu'elle a appris à dompter par une discipline de fer depuis l'enfance, lui envoie des signaux qu'elle ne parvient pas à décoder immédiatement. Le changement se manifeste par de légers vertiges entre deux échanges, une sensibilité nouvelle aux odeurs du vestiaire et, surtout, une intuition viscérale que le rythme effréné de la compétition mondiale n'est plus sa priorité absolue. Dans le secret de son intimité, Loïse comprend que ce qu'elle ressent n'est pas une défaillance physique, mais l'éclosion d'une vie nouvelle. L'annonce silencieuse de cette maternité naissante agit comme un séisme psychologique. Pour une femme dont l'existence a été rythmée par la performance individuelle et la solitude des sommets, la prise de conscience qu'elle n'est désormais plus seule dans cette bataille change tout. L'angoisse des débuts, liée à l'incertitude de son avenir sportif et à la fureur médiatique qui l'entoure, se mêle étrangement à un sentiment de plénitude absolue. La peur de l'inconnu est balayée par une joie sauvage, celle de porter en elle le fruit de cet amour protégé avec tant de ferveur. Sa relation avec le médecin n'est plus seulement une romance clandestine ou un refuge contre la célébrité. Elle devient une alliance sacrée, un lien indéfectible scellé par le destin. Lui, l'homme calme, qui l'avait regardé avec humanité dans son cabinet parisien, alors que le monde entier ne voyait qu'une star, devient le pilier central de cette nouvelle réalité. Cette transformation physique devient son secret le plus précieux et le plus dangereux. Sur le court, chaque frappe de balle résonne désormais différemment. Elle ne joue plus pour les points ou pour le classement, mais avec la conscience aiguë de cette fragilité merveilleuse qu'elle abrite.
Ce Mam Song, germe de vie, modifie sa perception du temps et du succès. La gloire éphémère des trophées semble soudainement dérisoire face à la pérennité de la vie qu'elle s'apprête à donner. La guerrière, aux yeux déterminés, laisse place à une femme habitée par une sérénité nouvelle, une force tranquille, qui la prépare à la décision la plus radicale de sa carrière. Ce n'est plus une athlète en quête de victoire, c'est une mère en devenir qui choisit de placer l'humain au-dessus de l'image, l'amour au-dessus de l'ambition. Paris, studio de télévision. Une soirée d'hiver glacial. L'atmosphère à l'intérieur du plateau est feutrée, contrastant avec la morsure du froid qui paralyse les rues de la capitale. Loïs Boisson est l'invité d'honneur d'une émission de grande écoute, un rendez-vous incontournable où les personnalités viennent se livrer sous le regard de millions de téléspectateurs. Le décor est baigné d'une lumière douce, presque intimiste, malgré la présence imposante des caméras qui gravitent silencieusement autour d'elle, comme des prédateurs d'images. Jusque-là, l'entretien a suivi une trajectoire prévisible. On a célébré son ascension fulgurante, son parcours héroïque à Roland-Garros et ses ambitions pour la saison à venir. Loïs répond avec cette maîtrise parfaite, cette élégance mystérieuse qui est devenue sa marque de fabrique, cachant soigneusement la tempête intérieure qui la traverse depuis des semaines. C'est alors que l'animateur, d'un ton qui se veut léger mais dont la portée est redoutable, lance la question qui va tout faire basculer. Dites-nous, Loïs, qu'est-ce qui vous rend heureuse en ce moment? Pendant une seconde, le temps se fige. Le bourdonnement technique du studio semble s'éteindre. Loïs inspire doucement, et ceux qui observent attentivement son regard voient quelque chose se briser, ou plutôt s'ouvrir. Elle ne cherche plus à peser ses mots ou à polir son image pour satisfaire les attentes des sponsors. La fatigue de la dissimulation, mêlée à la force tranquille du secret qu'elle porte, la pousse vers une sincérité radicale. Elle fixe la caméra, s'adressant par-delà les lentilles à la France entière, et lâche ces quelques mots d'une simplicité désarmante. « J'ai rencontré quelqu'un. » Un murmure parcourt instantanément les gradins, un frisson d'incrédulité mêlé de fascination. Mais elle ne s'arrête pas là. D'une voix calme, elle ajoute « Grâce à lui, j'ai compris ce que signifie être en paix, même au milieu de la tempête. » À cet instant précis, la championne de tennis disparaît pour laisser place à une femme d'une vulnérabilité bouleversante. Elle ne parle plus de points, de sets ou de trophées. Elle parle de l'essentiel, de ce qui anime sa vie loin des cours. Le silence qui s'abat sur le plateau est d'une densité rare, chargé d'une émotion pure que personne n'avait prévue. Ce n'est plus une interview promotionnelle, c'est un acte de libération publique. Loïs Boisson vient de briser l'armure de la guerrière pour revendiquer son droit au bonheur privé, au mépris des conséquences médiatiques. En quelques secondes, cette confession devient un séisme national, une onde de choc qui s'apprête à déferler sur les réseaux sociaux et les rédactions. Mais pour elle, l'essentiel est ailleurs. Elle n'est plus une image, elle est enfin elle-même. Paris et monde entier, hiver, réseaux sociaux et rédactions. Dans les minutes qui suivent la fin de cette interview historique, la confession de Loïs Boisson se transforme en une traînée de poudre numérique. La séquence vidéo, capturant son regard vulnérable lorsqu'elle lâche « J'ai rencontré quelqu'un », devient virale à une vitesse vertigineuse, franchissant les frontières de l'Hexagone pour atteindre les rédactions sportives de New York, Londres et Tokyo. Ce n'est plus une simple actualité tennis, c'est un phénomène de société qui enflamme les plateaux de télévision et les fils d'actualité. Le public est fasciné. Comment cette championne, réputée pour sa discipline de fer et son mutisme sur sa vie privée, a-t-elle pu craquer ainsi en plein direct? L'onde de choc déclenche immédiatement une traque médiatique d'une intensité sans précédent. Des centaines de journalistes d'investigation, de blogueurs spécialisés et de détectives du web se lancent dans une course contre la montre pour démasquer l'homme qui a réussi à détourner le regard de la guerrière de sa quête de trophée. On fouille ses réseaux sociaux, on interroge ses anciens partenaires d'entraînement. On scrute chaque arrière-plan de ses photos de voyage à la recherche d'un indice, d'une silhouette, d'un reflet dans une vitre. La pression est étouffante. Les agences de presse proposent d'eau des sommes astronomiques pour la moindre information concrète sur l'identité ou la profession de cet amant mystérieux. Face à ce déferlement de curiosité malsaine, Loïs Boisson érige un rempart d'une solidité absolue. Elle ne recule pas, elle ne s'excuse pas, et surtout, elle ne cède rien. Malgré les injonctions de certains conseillers en communication qui l'incitent à lâcher un nom pour calmer la meute, elle reste d'un mutisme inflexible. Elle comprend que l'identité de cet homme, ce médecin dont la discrétion est l'essence même de son métier, est le dernier territoire sacré de sa vie. Pour elle, révéler son nom reviendrait à livrer leur bonheur en pâture à un système qui transforme tout sentiment pur en produit de consommation. Pendant des semaines, elle vit sous le siège des paparazzis qui campent devant son domicile et son centre d'entraînement.
Pourtant, chaque fois qu'elle apparaît en public, son visage affiche une sérénité qui déroute ses détracteurs. Elle ne se cache pas, mais elle ne partage rien de plus. Cette résistance passive devient sa plus belle victoire. En protégeant farouchement l'anonymat de son compagnon, elle redéfinit les frontières de la célébrité à l'ère du tout-image. Elle traite leur relation comme un sanctuaire inviolable, un monde parallèle où la gloire n'a aucun droit de cité. Cette volonté de faire, bien plus impressionnante que n'importe quel service à 200 km/h, finit par imposer un respect forcé. Loïse Boisson prouve au monde que si elle appartient au public sur le court, son cœur et l'homme qu'elle aime n'appartiennent qu'à elle seule, faisant de son silence l'arme ultime contre la tyrannie de la transparence. Provence, France, un domaine oublié des cartes touristiques. Fin d'été. Tandis que les rédactions parisiennes s'épuisent encore à traquer le moindre indice sur la vie sentimentale de la championne, Loïse Boisson a déjà orchestré son ultime coup de maître, une disparition totale. Loin du tumulte de la porte d'Auteuil, loin des flashs aveuglants et des sollicitations incessantes, elle a choisi le silence d'une campagne française baignée par la lumière dorée du crépuscule. Ici, les chemins ne sont pas bordés de caméras, mais de champs de lavande et d'oliviers centenaires dont le bruissement est le seul témoin autorisé de ce qui va suivre. L'événement qui se prépare ne ressemble en rien aux réceptions fastueuses que le monde du sport attendait d'une icône de sa stature. Pas de tapis rouge, pas de liste d'invités prestigieux, pas de service de sécurité musclé filtrant les entrées. Loïse a voulu un retour à l'essentiel, une cérémonie qui ressemble à la femme qu'elle est devenue au contact de cet homme. Elle s'avance vers le petit hôtel improvisé en plein air, vêtue d'une robe blanche d'une simplicité désarmante. Point de dentelles excessives ni de traînes kilométriques. Le tissu fluide accompagne ses mouvements avec une grâce naturelle, révélant une silhouette dont la force athlétique semble s'être adoucie sous l'effet de la sérénité. Dans ses mains, un simple bouquet de fleurs sauvages cueillies le matin même symbolise ce refus du luxe ostentatoire. Le contraste est saisissant pour les quelques rares proches présents. La guerrière, dont le regard foudroyait ses adversaires sur le court central, a laissé place à une femme d'une douceur infinie. En s'approchant de lui, son médecin, son confident, le père de l'enfant qu'elle porte désormais, ses yeux ne cherchent de plus la ligne de fond de cour ou l'approbation du public. Son regard, autrefois marqué par une intensité